Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech & Co. On reprend le fil de l'actu et des sorties aussi, ne vous en faites pas en fin d'émission. Mais il y a quand même une grosse actu, on va évidemment parler d'Ubisoft. On en avait un petit peu parlé la semaine dernière, cette fois ça va être un peu plus central. Et pour aborder cette actualité, on a un beau retour, mon duo des enfers qui est là, à commencer par Mohamed. Comment ça va Mohamed ? Salut Mélinda, ça va bien ? Eh bien écoute, très bien. Depuis, on sait, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu quand même. Oui, c'était pour parler un peu aussi de Shadows. Comme quoi, tu vois, la boucle est bouclée. Je pense que je te fais revenir, c'est peut-être un signe. Ouais, c'est l'occasion. Mais voilà, donc Mohamed de Jeux Vidéo Magazine. Et face à toi, Chris. Ça va, salut Melinda, coucou Momo, oui, ça y est, l'équipe du Summer Game Fest qui revient. Oui, très content d'être là à nouveau, comme toujours, et puis on va parler de sujets assez intéressants. Ouais, et puis on a un petit jeu pour toi en fin d'émission qui tient particulièrement à cœur. C'est vrai, Restez là, soyez au rendez-vous. Mais bon, on va commencer avec l'actu à chaud parce qu'il y a quand même des choses intéressantes à se raconter et pas que Shadows. Alors, on va commencer par un jeu qu'on a aperçu au dernier State of Play de PlayStation, qui est Hell is Us, qui est un jeu réalisé par un studio canadien qui s'appelle Rock Factor, qui est édité par Nacon. Alors, on ne les attendait pas forcément sur ce jeu-là. On a eu la chance, à la Gamescom, de pouvoir y jouer. On ne pouvait pas en parler, donc maintenant on est content, on va pouvoir en parler un petit peu du jeu. Hell is Us, alors je vais vous le pitcher rapidement. C'est l'histoire de Rémi. Rémi est un enfant qui habitait Adéa, qui est un pays imaginaire d'Europe, qui est en proie à une guerre civile. Il est parti de son pays à 5 ans, lui se pensant abandonné par ses parents, et il fait tout pour revenir dans ce pays en guerre, pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a été abandonné par ses parents. Et là, il se retrouve face à un étrange pays qui était complètement refermé sur lui-même, dans lequel d'étranges créatures un peu surnaturelles sévissent. On est entre la guerre civile, des créatures qui élimine tout le monde. Ambiance un peu particulière. Lui est un sociopathe. En plus, on nous explique. Il a quelques problèmes relationnels qui n'aident pas. Mais pourquoi on vous parle de ce jeu-là qui, au demeurant, est très beau ? Parce qu'il arrive avec une petite nouveauté de gameplay qui est que vous avez zéro info quand vous jouez. Vous avez un petit drone pour vous aider, mais vous n'avez pas de carte, vous n'avez pas de boussole. Et vous devrez, par vous-même, essayer de comprendre et de savoir où aller. Donc, voilà. Est-ce qu'on n'arrêtait pas de parler des jeux qui étaient trop faciles ? Est-ce que ça, Chris, ça augure d'une bonne chose de ne pas avoir d'infos ? Alors, je trouve que oui. Alors, c'est un petit peu un mouvement qui a été lancé, on va pas se mentir, par From Software avec Elden Ring, qui a été vraiment bien sollicité pour ça, où justement, tu étais lâché dans ce monde et tu ne savais pas où vraiment il fallait aller. Et en fait, je trouve ça sympa. Alors, après, moi j'aime bien quand on laisse le choix aux joueurs. C'est vrai que justement on parle d'Ubisoft, eux justement avec leur dernier jeu, notamment Star Wars Outlaw, le font. On peut avoir vraiment plein d'indicateurs sur la map ou ne rien avoir. Je crois que c'était Horizon Forbidden West qui le proposait aussi. Et en fait je trouve ça bien parce que tout le monde s'y retrouve. Ceux qui ont vraiment envie d'avoir une expérience, de dire je vais être lancé, immergé, ils peuvent. Et ceux qui au contraire n'ont pas beaucoup de patience ou qui n'ont pas l'habitude du jeu vidéo peuvent être un petit peu guidés. Je ne sais pas si dans Hell is Us ce sera le cas, mais en tout cas pour ma part qui ai l'habitude de jouer aux jeux vidéo, je trouve que c'est plutôt bien parce qu'en fait c'est le moyen parfait de vraiment être immergé, plongé dans le monde. C'est-à-dire que ça va te pousser à explorer, à parler au PNJ, à écouter l'environnement autour de toi, à chercher pour trouver des indices. Et c'est la meilleure façon d'être immergé dans un monde, de le découvrir. Et pas de. C'est vrai que quand on a un petit peu, on va dire, le chemin qui est tout tracé, on a tendance à suivre un petit peu l'objectif et ne pas regarder autour de nous et passer à côté de plein de choses. Et donc pour moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Et que ça manque un petit peu. C'est vrai que ces derniers temps on disait que les jeux étaient trop simples. Sur Twitch, j'ai l'habitude de refaire des jeux un petit peu des années 2000 sur PS1, PS2, Xbox. C'est vrai que le challenge n'était pas le même quand même. Et donc, je trouve que c'est bien de revenir sur des choses qui nous challengent un petit peu plus. Momo, c'est vrai qu'on l'a dit, il n'y a pas d'éléments. Vous allez à un moment pouvoir récupérer une tablette sur laquelle vous aurez des cartes et surtout les missions que vous devez faire, suivre. Mais tout le reste repose sur l'observation. Est-ce que tu penses que c'est un moyen d'être mieux immergé aussi dans le jeu ? C'est vrai que, comme dit Chris, quand on a tout à dispo et sous les yeux, on y va un peu mécaniquement. Ouais, surtout qu'en plus, récemment, en tout cas ces derniers mois, j'ai beaucoup vu de personnes sur les réseaux mettre en avant des jeux où des espèces de traits de peinture ou des flèches qui sont mis pour dire genre va dans cette direction, va par là, va par là. Les fameuses marques jaunes. Les fameuses marques jaunes, etc. Ou même les trucs qui semblent être des prises évidentes, etc. Je trouve que c'est une bonne chose aussi. Après, on parle en tant que hardcore gamer aussi. Je pense que pour un public qui se veut être plus
plus large, on va dire, moins traditionnellement très très centré sur le jeu vidéo, ça peut être un peu disruptif à la fois pour eux et aussi ça peut un peu les perdre. Cela dit, je trouve la proposition intéressante parce qu'au bout d'un moment, effectivement, on arrive à un stade où il y a énormément de jeux qui se casualisent, sans forcément faire l'expert là-dessus et paraître arrogant, mais juste pour dire que en gros, on a des jeux qui sont de plus en plus simples sur certains éléments, que ce soit pour les énigmes, le traversal, les combats, etc., etc. Et Elise, c'est vrai que, alors pour le coup, nous aussi, on avait envoyé un journaliste là-bas, et le premier retour qu'il m'a fait, c'était vraiment le jeu a pour objectif de casser complètement tout ce qu'un joueur assez hardcore peut connaître dans un jeu, dans l'aspect je te prends par la main, je te guide, etc. Ah là, il n'y a pas d'aide. Il n'y a rien du tout. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Par contre, la contrepartie qui sera hyper importante à surveiller dans Elise, ce sera le level design, parce qu'on est quand même sur un monde qui semble être un peu plus vaste quand même, parce qu'à la limite qu'on n'ait pas d'indication sur un jeu couloir, pourquoi pas, mais là ça semble plus grand que ce qu'on peut penser. Alors c'est pas un monde, voilà, moi j'y ai joué 1h30, c'est pas un monde ouvert, ouais. C'est un monde de grandes zones, voilà exactement. Okay. Enfin, sur ce que moi j'en ai vu, qui était un peu le début de l'aventure, quand il revient au pays et qui se retrouve, alors pour ceux qui voient les images vraiment dans ce truc complètement dévasté, on comprend pas trop ce qui s'est passé. Je suis moins hardcore gamer que certains. Par exemple, moi, j'avais peur que ce soit un Souls-like. C'est pas du tout ça. Et ça, c'était mon angoisse parce que des bastons où tu meurs au bout de 15 secondes et où tu as zéro info derrière. Et je trouve que c'est un jeu, en tout cas, qui s'annonce intelligent. Dans le sens où il faut parler à beaucoup de PNJ qui vont vous donner des indices. À un moment où vous êtes dans une ferme et il y a un fermier qui vous dit « Moi, j'ai mes gosses qui sont partis, ils sont morts. Il y en a un qu'on peut retrouver à tel endroit. J'avais l'habitude de l'y emmener et de revenir sans me perdre. J'ai mis des carillons. Accrocher des carillons aux branches pour justement entendre le bruit et savoir par où il faut aller. C'est tout bête, mais il faut faire attention à ce qu'il nous dit parce que quand on se retrouve dans la forêt, en effet, quand on écoute le jeu et qu'on joue notamment alors au casque, c'est mieux, mais bon, on entend le bruit des carillons de plus en plus fort si on est dans la bonne direction. Okay, en fait. Et il y a plein de petits trucs comme ça ou des marques. On vous dit faites attention, c'est telle marque et pas telle marque qui est une marque qui est faite pour tromper de l'ennemi, pour vous tromper et tout. Donc il faut être beaucoup plus attentif. Ce que j'ai trouvé bien, c'est que ça immerge vraiment dedans. Et eux, leur truc, c'est vraiment de dire, en gros, c'est aux joueurs de se créer ce fameux plattering. On vous met pas toutes les infos sur un plateau, c'est aux joueurs d'aller se les créer. Et on se retrouve de fait, je trouve, à égalité avec le héros, qui lui n'a pas de repère dans le monde où il arrive. Et donc, on est comme, finalement, on va pas le guider, le surguider, puisqu'on est au même niveau que lui. J'attends après de voir sur la durée, sur la longueur, si ça se tient ou pas. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant qui, en effet, change un peu du jeu actuel. Un exemple de jeu récent qui avait fait ça, dans une certaine mesure, il a été salué aussi pour ça, c'est Ghost of Tsushima, qui n'a pas de mini-carte, qui permet de guider uniquement avec le vent, en fait, tu vois, sur le pavé tactile. Et c'était une proposition qui était aussi intéressante. Après, bon, là, on n'est pas sur le même type de jeu, parce que là, Ghost, c'est un open world très très grand, et là, pour le coup, tu disais, c'est par grande zone. Mais je suis extrêmement curieux, parce qu'en plus, à la base, Elisa, c'est un jeu qui a été révélé il y a 4 ans, 3 ans. Enfin, il y a eu un premier trailer. Ils avaient annoncé un projet. Et il n'y a rien eu depuis, quoi. Ils n'ont rien remontré, sauf depuis la Gamescom, et là, au State of Play. Et c'est vrai que là, du coup, le jeu était jouable, etc., plutôt bien avancé. Donc, il y a une ambiance, il y a quelque chose un peu oppressant et tout, mais voilà. Qui se dégage. Je pense qu'à l'heure où on dit, en effet, que tous les jeux sont trop faciles, puisque ça avait râlé, souvenez-vous, sur les modes faciles qu'on ajouté au jeu. C'est pas facile, mais c'est pas dur. En tout cas, moi, je m'en suis sorti. Donc, je pense que c'est. Le défi, ça va être de voir si. Parce que il faut que ce soit régulé tout au long du jeu. Il ne faut pas qu'il y ait des zones. En fait, il y a beaucoup de jeux où, malheureusement, c'est un petit peu, on va dire, déséquilibré, où il va y avoir des zones où ça va être, on va dire, même s'il n'y a pas d'indication, ça va paraître un petit peu intuitif, on va comprendre. Et certaines zones où, par contre, on peut être complètement perdu. Donc, il faut trouver cet équilibre parce que certains jeux, malheureusement, même avec des indicateurs, je trouve que parfois, des fois. C'était perdu. Ouais, faut vraiment comprendre où ils veulent en venir. Mais donc là, ça va être le challenge. Mais c'est vrai que, en tout cas, la présentation avait l'air. Mais voilà, assez intuitif. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça. J'ai bien aimé le côté où, en effet, on est un peu obligé d'être concentré dans le jeu, ce qui fait du bien. Voilà. Donc, Elise Us, c'est un jeu qui arrivera courant 2025 sur PS5, Xbox Series et PC. On va passer à un sujet moins délire. On va pas se le cacher. Ubisoft a donc annoncé, après l'émission la semaine dernière, merci les gars, que Assassin's Creed Shadows était reporté au 14 février 2025 au lieu du mois de novembre. Ça fait un sacré report. Alors que paradoxalement, on nous a dit que le jeu était terminé. Voilà, mais pas peaufiné. Et là est toute la subtilité. Momo, si tu nous faisais une petite rétro de cette affaire Ubisoft, parce que ça va pas fort pour Ubisoft. Alors ça va pas fort dans déjà un fiscal précédent qui était pas si dingue que ça. De très très grosses espérances pour Star Wars Outlaws, qui a été donc le plus gros budget marketing de l'histoire d'Ubisoft. Ils l'ont déclaré.
Donc il y avait de très très grosses attentes là-dessus. Le plus gros budget marketing de tous les jeux d'Ubisoft. Alors moi je l'ai pas personnellement ressenti. On l'a pas ressenti comme ça ici. Enfin moi je. Mais ça a été déclaré pour le pas coup. Comme Avatar où ils ont tout balancé aux États-Unis parce qu'Avatar pareil apparemment. Avatar apparemment il y avait un budget colossal sur le marketing. On a vu plus d'affiches de Star Wars Outlaws. Ça j'avoue. T'as eu des affiches, t'as eu des trucs et tout. Il y a eu des éléments marketing qui ont été énormément mis en avant. En France je pense un peu moins que par rapport à ailleurs, mais en tout cas plus gros budget marketing pour un jeu Ubisoft. Donc ça a été dit. Et pour le coup je pense que c'est parce que Ubisoft avait vraiment envie que ce jeu se vende davantage. Apparemment, c'est un peu raté. Du coup, c'est compliqué. Le jeu n'a pas atteint les attentes d'Yves Guillemot et même des différentes personnes. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que on a eu donc à la fois ce moment-là, il n'y avait pas de statu quo. On se disait, est-ce que Star Wars a marché ou pas? Retour Métacritique à 76, il me semble. Donc, on était sur un truc qui était, mais bon, ça pouvait aller un peu plus loin. Moi, je l'ai fait, j'ai bien aimé Star Wars. Les joueurs, pas tous apprécié. La presse a bien aimé. Les joueurs, c'est particulier, on va en parler après. On va en parler après, justement. C'est juste pour faire le truc. Il n'y avait pas statu quo vraiment là-dessus. Ensuite, on a eu Yves Guillemot qui a fait une réunion justement avec ses actionnaires. Et là, on est arrivé avec le fameux communiqué qu'on a tous reçu, disant que Star Wars Outlaws n'a pas super bien performé et que donc, en conséquence de ça, parce que c'est vraiment le truc, c'est action-conséquence, conséquence des retours de Star Wars Outlaws, le report d'Assassin's Creed Shadows, un report de 3-4 mois. Donc du coup, on est quand même sur un truc un peu large. Cela dit, effectivement, comme tu le disais, il précisait que le jeu était bien terminé, qu'il fallait peaufiner, polisser un peu le truc, etc. etc. Donc pour la première fois de l'histoire d'Assassin's Creed, un jeu ne sortira pas en octobre ou en novembre, mais en février. Sachant que le précédent Assassin's Creed avait réussi, lui, l'exploit de sortir une semaine plus tôt. Souvenez-vous, Mirage. Oui, qui avait un peu avancé. Ubisoft, c'est l'un ou l'autre. Sa sortie, effectivement. Ouais. Et je crois que Valhalla avait avancé aussi sa sortie, mais là, c'était vraiment pour se calquer sur la sortie de la série X et de la série Z, c'était le 10 novembre. Mais là, effectivement, on est sur un report assez important. Conséquent. Ce qui traduit aussi, il faut dire, le truc d'une volonté d'Ubisoft de revenir quand même dans les clous, parce que le cours de l'action n'a jamais autant chuté que ces dernières semaines, derniers mois. Et la dernière fois qu'on a vu une action similaire, c'était en 2020. C'est juste immense, en fait. On est à moins 80% en valeur en 5 ans. Et ça a rechuté. Et là, ça avait perdu moins 20%. Là, au début d'année, ça avait chuté. Après Outlaw, ça a rechuté encore. Hier, ils étaient repartis un peu à la hausse, je crois. Repartis un petit peu, mais il va falloir vraiment ressortir du ce truc-là, sortir la tête de l'eau, et Ubisoft en a besoin. Et par contre, là, il faut dire les choses, Shadows a une pression monstrueuse. C'est vraiment quasiment tout l'avenir de la boîte en soi qui dépend de Shadows en réalité, parce que s'il y a un mauvais accueil et des mauvaises ventes, un Assassin's Creed, quand même censé être la poule aux œufs d'or d'Ubisoft, si jamais ça se vautre, c'est chaud quoi. Et je pense qu'il y en a certains qui attendent derrière pour faire des OPA ou un truc. Voilà, c'est ce qu'on dit. Déjà, un échec de Star Wars, c'est compliqué parce que la licence Star Wars, quand même, je pensais pas que c'était possible qu'un jeu estampillé Star Wars puisse ne pas marcher. Et ce qui est dommage, c'est qu'à mon avis, Ubisoft paye clairement les dernières années, en fait, où justement ça a été une succession de mauvaises choses. Ils se sont lancés sur la plateforme de NFT, ils ont mis des Season Pass à outrance qui servaient à rien. Early Access aussi, les Early Access qui servaient à rien. Tout ça va être abandonné d'ailleurs. Qui est supprimé de Shadows, effectivement. Mais encore une fois, c'est le problème d'Ubisoft. On parlait de 2014. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014? C'était là aussi, il y a eu le lancement raté de The Crew, qui était un pétard mouillé. On a eu Far Cry 4, qui était un plagiat raté de Far Cry 3. En fait, Ubisoft, c'est vraiment, on va dire, un souci où c'est des cercles à chaque fois. Ils reproduisent tout le temps les mêmes erreurs. Et là, on le sentait depuis quelques années qu'ils allaient droit dans le mur. Parce que tout ce qu'ils faisaient, c'était à l'encontre des joueurs. Avec, on avait, lors des conférences, je ne sais, 150 projets Rainbow Six annoncés. Ça se suivait tout le temps avec Extraction qui n'a pas marché. Et c'est toujours pareil. Et ça, on le sentait. Et là, le problème, c'est qu'on a Ubisoft Massive où, pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment le studio d'Ubisoft qui tente de nouvelles choses. C'est-à-dire que Avatar, c'était pas, on va dire, le jour et la nuit, mais on sentait qu'il y avait de nouvelles idées, qu'il y avait une nouvelle volonté. Et Star Wars Outlaw, je trouve que autant la presse a été compliquée, et encore une fois, c'est le débat qu'on a eu avec Avatar. Je pense savoir qu'il y a beaucoup qui n'ont pas terminé, mais qui ont quand même doté le jeu. Parce que pour moi, qui est quand même assez critique. D'ailleurs, je le dis, pour moi, Shadow, j'ai aucun espoir. C'est-à-dire que je l'ai vu au Summer Game Fest, pour moi, autant j'étais très, très enthousiaste sur Star Wars Outlaw, autant Shadow, pour moi, ça va bider parce que on a encore un moteur graphique qui date de je sais pas combien d'années, on a une IA mais qui est débile au possible, c'est-à-dire que c'était une présentation, t'as les PNJ qui sont comme ça, ils saluent mais dos au personnage, ils errent dans les rues sans aucun but. 6 ans avant, on a eu Red Dead Redemption 2. Le jeu, il est de 2018, il met encore une volée à Catherine Shadow qui va sortir en 2025. Et donc,
Et Star Wars Outlaw paie les pots cassés parce que pour moi, c'est l'un des seuls jeux d'Ubisoft où j'ai pas l'impression que c'est Ubisoft. C'est-à-dire que dans le cheminement du jeu, dans l'histoire, on n'a plus toutes ces tours à devoir explorer pour dévoiler la map et tout. On n'a plus tous ces camps qui sont là pour gonfler. Non, on a vraiment une nouvelle proposition avec une histoire qui est relativement courte mais efficace et beaucoup à côté qui vont compléter l'expérience. Et moi, honnêtement, je le dis, ça fait des années que j'ai pas passé un aussi bon temps dans un jeu Ubisoft, dans un jeu Star Wars et dans un jeu tout court. Et je trouve que c'est très compliqué parce que finalement, il a été jugé sur les réseaux sociaux par rapport à une grande partie des jeux qui n'y avaient pas joué parce que justement, maintenant, dès que c'est Ubisoft, ça va être comme ça. Et en fait, le problème, c'est que là, ça va être très compliqué parce que maintenant, Ubisoft a tellement tardé. Parce que oui, là, les décisions qui ont été annoncées par Guillemot sont très bien, mais ça fait déjà 3 ans qu'il aurait fallu le faire en fait. Non, en réalité, ça fait déjà 2 ans et demi, 3 ans que ça devait être repris et que ça a commencé à être repris. Le truc, c'est que ça ne va pas assez vite. Du coup, en fait, ils se retrouvent face à 2 problèmes, 2 fronts. Le premier, c'est les joueurs qui sont les plus vindicatifs envers Ubisoft. Parfois à tort, parfois à raison, mais j'ai vu beaucoup de mauvaise foi sur les réseaux dernièrement. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a des retours qui sont constructifs disant qu'effectivement leur jeu, ça ne va pas. Pour le coup, pour Star Wars, je suis d'accord avec toi. Après, moi j'ai senti que c'était un peu du jeu Ubisoft, notamment par rapport à l'IA que je trouve catastrophique dans le jeu. Ouais, mais c'est pas. Là où je rejoins Chris, c'est que je trouve que la proposition Star Wars, en effet, elle est complètement différente. Déjà parce que c'est axé, c'est massif, c'est Snowdrop, le moteur, comme tu disais, c'est quand même aussi autre chose. C'est axé sur l'immersion dans un univers. Est-ce que ce jeu-là, je vais poser la question autrement, est-ce que ce jeu-là, s'il n'était pas estampillé Ubisoft, est-ce qu'il aurait eu un autre accueil ? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une partie et de la presse et des joueurs qui veulent juste se payer Ubisoft ? Il pourrait sortir le meilleur jeu de la Terre. De toute façon, ça n'irait pas. Je pense aussi. On est d'accord. Moi, je suis un très grand fan de Star Wars. C'est-à-dire que tous les derniers jeux Star Wars, je les ai faits, notamment les Jedi Survivor et Jedi Fallen Order, où j'ai passé un très bon moment. Mais en toute honnêteté, moi, j'ai pris le jeu vraiment en mode j'ai de l'espoir et je vais oublier que c'est Ubi. Et oui. Et en fait, le problème, c'est comme on dit, c'est que je pense qu'il y a c'est simple, il y a eu l'early access et il y a eu déjà la sortie des tests. Après, il y a eu l'early access, après la sortie du jeu. Dès la sortie des tests, avant même sortie des tests, le 3/4 de Twitter descendait le jeu. Alors que là, il y avait que la presse qui avait joué. Et que même avant, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire, nous qui l'avions vu en effet tous au Summer Game Fest, donc avions fait des premiers retours. On avait quand même fait de la preview dessus. Les gens tiraient des conclusions des previews. Je me dis, où les testeurs, les gens qui l'avaient testé n'ont pas vu la même chose que nous. On avait vu 3 séquences. Il n'y avait pas de conclusion, comme j'ai vu certains en tirer. Ça va être la cata. Et moi, les premiers retours que j'ai pu voir après de joueurs qui soit n'avaient pas d'avis, soit avaient des avis, mais qui ont testé le jeu, j'ai eu que des retours positifs. Et je pense que malheureusement, c'est ça. En fait, on le sentait déjà avec Avatar, c'est-à-dire que depuis quelques années maintenant, voilà, on sait que Ubisoft, ils sortent un jeu. Ah non, mais voilà, Avatar, c'est Far Cry, un skin Far Cry. Star Wars, c'est un skin, c'est un skin Far. Voilà. Et je pense qu'ils tirent de ça parce que effectivement, si c'était pas Ubisoft, mais il aurait clairement fonctionné parce que l'univers, le lore, mais on est clairement dedans. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, je suis allé à Tatooine, j'ai vu le Spatiosport de Mos Eisley, mais des frissons. Parce que là, tu te dis, tu le vois dans quasiment tous les Star Wars, mais là, t'es dedans. Et le problème, là, après, comme tu dis, l'IA, les combats, c'est pas ça. Donc est-ce qu'on achète ce jeu-là pour ça ? Non. C'est autre chose. Après, j'ai envie de dire, il y a tellement de jeux où c'est le souci. C'est-à-dire que maintenant, on le compte sur le doigt d'une main, les jeux où il y a un jeu qui a été encensé par la critique ces dernières années parce qu'à sa sortie, mais c'est Cyberpunk. Moi, je l'ai refait cette année parce que j'avais fait le test, je l'avais abandonné parce que le jeu, voilà. Et là, je l'ai refait, je lui ai mis 100 heures dedans avec le DLC. Le jeu est incroyable, mais l'IA, il y a aussi un souci. L'IA, à un moment, il faut limiter. Donc voilà. Je voudrais qu'on parle d'un autre problème auquel se trouve aussi confronté Ubisoft. On parle beaucoup de DEI. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le DEI aujourd'hui, c'est diversité, équité et inclusion. C'est vrai que ça a été une volonté globale du jeu vidéo d'aborder ces sujets de front dans les jeux. Et c'est un argument qui revient tout le temps et qu'Ubisoft a pris beaucoup. Plus communément appelé aussi dans la bouche de certains le wokisme. On ne peut pas ne pas en parler parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui ressort énormément des attaques. Ubisoft s'est fait attaquer sur Shadows parce que le personnage de Yasuke ne correspondait pas. Alors ils étaient accusés d'avoir mis un personnage noir, samouraï noir, dans un jeu qui se passe au Japon féodal, sauf qu'on sait que
l'histoire a montré que c'est un personnage qui a existé. En fait, c'est un personnage qui a existé. Après, par rapport à son statut en tant que tel, ça, il y a des débats là-dessus. Après, je trouve ça un peu marrant de vouloir une cohérence historique dans une saga où on utilise des pommes d'Éden pour contrôler l'esprit des gens, c'est mon point de vue. Mais voilà, c'est la vie. Mais il y a un problème sur ce sujet, c'est-à-dire que tous les jeux sont... C'est-à-dire qu'on a contrebalancé Shadows par Ghost of Yotei, en disant ça va être le vrai jeu sur le Japon qui rend hommage, parce qu'il y a eu la polémique sur Ubisoft travestissait l'esprit culturel. Ghost of Yotei, derrière, les mêmes mecs, c'est une femme, elle est assez belle, elle est assez si. L'acteur, la personne est étrange. L'actrice est transgenre. Donc Yotei en prend pour son grade aussi. On a eu Stellar Blade sur d'autres critères féminins où là, elle était trop féminine. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le jeu vidéo ? Est-ce qu'on a un problème sur la représentation ? Je vais dire notamment des femmes, mais pas que en fait. Ou ces mouvements-là n'ont que ce biais-là d'attaque. M'aventurer sur le terrain en synthétisant mon avis. Je pense que en fait, aujourd'hui, il y a un véritable problème de personnes qui ont peur de se faire remplacer, qui ont peur d'être invisibilisées, qui ont peur en fait, qui ont, on va dire, cette espèce de fantasme d'une époque passée dans le jeu vidéo où tout ça n'existait pas. Ils ont Space Marine, s'ils veulent. Il n'y avait pas de personnage noir, il n'y avait pas de femme, il n'y avait pas d'homosexuel, il n'y avait rien de tout ça. C'est faux. Et en plus, Chris, tu avais fait un truc très bien là-dessus aussi, par rapport à GTA. Il y a des trucs de l'époque, ça ressort aujourd'hui, on dirait, mais waouh, c'est un truc de haut, alors qu'à l'époque, personne n'en parlait. Prenez Fable, les premiers, il y avait toute une galerie de personnages, on leur donnait moins de premier rôle, je vais dire. C'est vrai, mais ils existaient. Les personnages transgenres, les personnages... Ça fait dans les jeux vidéo depuis 30 ans. Que t'es une femme et tout. Pour moi, il y a eu un basculement, mais qui ne vient pas du jeu vidéo, mais de l'entertainment, du divertissement, porté forcément par Netflix et Disney qui ont... Parce que pour remettre un peu dans le contexte, le wokisme, qu'est-ce que c'est ? Le mouvement woke, c'est un mouvement ultra important, ultra utile, mais qui date pas de ces dernières années, qui date des années 60. Ça a été lancé par Martin Luther King. C'était lors de son discours Awake pour la jeunesse noire, levez-vous pour que, enfin, la ségrégation cesse aux États-Unis. Donc c'est depuis les années 60 et c'est revenu en force depuis les années 2015-2016, quand malheureusement, oui, et là, il faut pas se mentir, il y a eu clairement des productions avec des quotas par Disney, par Netflix, où il fallait mettre des minorités, etc. Et le problème, c'est que d'un bon sentiment de vouloir mettre un petit peu plus d'inclusivité dans les productions, il y a eu comme tout trop. Et en fait, c'est là où on est aussi maintenant dans les années 2020, les réseaux sociaux ont énormément explosé, et le problème c'est que entre les théories des complots, entre les gens qui vont se monter la tête entre eux, avec les réseaux sociaux, et là ça a pris de l'ampleur complètement disproportionnée, où maintenant, dès qu'il va y avoir une minorité, même si ça va être comme ça. Moi comme je disais, effectivement avec Rockstar Mag on est bien placé pour parler, combien de personnes nous ont dit « Ah, c'est plus Rockstar Games, c'est Wokstar Games parce qu'il va y avoir une fille dans GTA 6 et en plus elle est latina. » Mais on leur dit « Mais GTA San Andreas, 95% du casting GTA San Andreas 2004, c'est des noirs. Les seuls blancs qu'il y a, c'est les antagonistes ou les mecs qui sont complètement tarés. Et ça reste l'un des meilleurs GTA de l'histoire. Mais GTA San Andreas, il sort en 2025, c'est fini. Ça bide. Et là, c'est clair, tout le monde dit c'est Rockstar Games. Ballad of Gay Tony, le DLC de GTA 4, on est quand même le garde du corps. Donc on joue un latino, donc on n'est pas un blanc, qui protège Tony Prince, qui est le monde de la nuit et qui est gay, mais vraiment avec tous les stéréotypes, vraiment le gay très efféminé. Et quand c'est sorti, c'était considéré comme le meilleur DLC, etc. Dans GTA Vice City Stories, premier personnage transgenre qui fait une transition pendant le jeu quand même. Il est homme au début, femme à la fin. Et là encore, mais tous ces jeux... Mais parce que c'était pas des sujets d'époque. Aujourd'hui, tu as l'impression que c'est un biais d'attaque. Regarde, t'as l'impression que c'est un biais d'attaque pour absolument tout. Il y a eu, moi je me souviens, dans les années 2017-2018, où on mettait c'était une époque où il y avait d'un seul coup plein d'héroïnes dans les pads d'Horizon et tout. Ça gueulait parce qu'il y avait trop de femmes d'un coup. Alors que les personnages féminins en héroïne, on n'en a quand même pas eu des masses. Non, mais en fait, et on en mettait et derrière, tu vois, il n'y en a plus. Non, mais tu vois, il y a cette espèce aussi, je trouve, d'hypocrisie, tu vois. Parce que en réalité, généralement, quand on entend ce genre de truc, en mode, il y a trop de personnages féminins, c'est pour quel jeu ? Parce que moi, j'ai vu personne se plaindre pour Tomb Raider, j'ai vu personne se plaindre pour Stellar Blade. Donc Stellar Blade, on s'est plaint du personnage. On s'est plaint du personnage en disant qu'il était ultra sexualisé. Moi, je pars du postulat personnellement que le développeur, il fait ce qu'il veut. S'il veut que le personnage soit ultra sexualisé ou pas, c'est son délire. Moi, je laisse go là-dessus. Par contre, j'ai entendu personne dire encore une héroïne. J'entends généralement très peu des remarques disant encore une héroïne, c'est abusé, quand l'héroïne est sexualisée. Quand c'est son physique qui est attaqué par son statut. Je suis d'accord. Parce qu'à l'œil, elle est trop grosse, elle est trop moche. Mon Dieu, elle a des poils sur le visage. Princess Peach. Peach, il y a eu des ça allait plus, elle était plus comme avant. Fou.
c'est le cas à chaque fois. Moi, je constate juste espèce de géométrie variable. Après, bon, il y a plein d'arguments contraires qu'on peut me sortir en me disant mais non, pas du tout, regarde, tel jour j'ai dit ça à telle heure. Oui, mais le phénomène, il est là. Ghost of Yotei, alors je trouve que ça n'a pas trop pété tant que ça dans le sens où les gens étaient outrés parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont défendu le jeu quand même à ce moment-là en disant t'abuses, non, mais etc. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même ce genre de remarques-là. Alors que pour le reveal de Stellar Blade, j'ai entendu personne dire ah mais t'as encore une femme, c'est un truc de fou. Non. Bon. Donc il y a eu des trucs un peu. C'est un fléau très important parce que ça dépend des gens en fait. On parle effectivement de wokisme, certains parlent de politisation du jeu vidéo, mais c'est très grave de tenir des propos comme ça parce que c'est pas que le jeu vidéo, tout ce qui est la musique est politisée, les films le sont, et c'est très important parce que ça montre que le jeu vidéo aujourd'hui a acquis un statut où il est crédible, on l'écoute. Et en fait, sans ce côté-là où il n'y aurait pas eu des jeux comme Life is Strange qui eux vont dénoncer des choses, qui parlent de propos très importants. Et bien entendu que tous les films, tous les jeux vidéo ne le sont pas politisés, mais que certains le sont, c'est des œuvres engagées, et que c'est très important de mettre en avant des minorités parce que ça permet d'élever des consciences. Il y avait eu un reportage très important sur Tell Me Why de Dontnod où de nombreux joueurs et joueuses transgenres avaient réussi à s'identifier au héros, et c'est extrêmement grave que ce soit des journalistes ou des créateurs qui vont dénoncer ça, parce que on l'a dit, il y a eu un fléau où il y a eu une période, et là par contre c'était pas dans le jeu vidéo, mais où il y en avait un petit peu trop. Mais là maintenant aujourd'hui il faut un petit peu remettre l'église au centre du village, où maintenant ça va beaucoup mieux, et qu'il y a des jeux, comme on l'a dit, Space Marine, où ça revient un petit peu, ils sont contents, mais et c'est pas parce que là aussi Ubisoft avec Kaives dans Star Wars Outlaw qui a mais pour moi j'ai vu une Han Solo. Ah mais Kai elle a pris cher. Parce qu'elle est pas assez bien passée. Il y avait des mecs qui disaient mais attends, je comprends pas, mais une patate à un Stormtrooper. Genre, vous êtes sérieux les gars? Vous êtes sérieux? Vous avez jamais vu Star Wars ou pas? Le nombre de patates qu'on met à des Stormtroopers qui tombent par terre, casque compris, c'est abusé. Il y avait tout et son contraire, et surtout il y avait des excuses qui n'avaient pas lieu d'être. D'où on peut pas mettre un personnage féminin des réseaux sociaux. Genre elle peut pas se battre, elle peut pas avoir. Enfin, je trouve ça hyper chelou quoi. Oui, mais si Gérard du 40 gueux sur Twitter l'a dit, c'est que c'est vrai. C'est vrai. Dans ce cas, c'est que c'est vrai. On va arrêter à ce débat parce qu'en plus on est arrivé à la fin de l'émission et qu'on n'aura pas le temps de faire les jeux. Donc tant pis, vous n'entendrez pas. Alors jouer à Starfield, Shattered Space, j'ai lancé il y a pas longtemps, c'est vraiment bien. Même si je dois continuer, ça se trouve c'est pas bien du tout après. Et tu reviendras. Mais voilà. Moi juste, j'ai fini. La Donc, je jouer à Test Drive Unlimited Solar Crown quand les serveurs marcheront. Voilà. Les serveurs et ça, je voulais qu'on en parle parce qu'en plus moi j'avais testé le pédalier. Mais surtout, je voudrais faire un petit coucou à l'ami Chris qui est là parce qu'il a fait un documentaire que nous on l'a vu tourner et que je vous encourage à aller voir parce que c'est un de mes jeux préférés, qui est Elle est noire. Et donc sur ta chaîne, sur la chaîne de Rockstar Mag, il y a un documentaire. Regardez comme il est beau pour ceux qui ont l'image, avec sa tenue de Colfax. On peut pas passer à côté, je suis désolé. Écoute, merci beaucoup. C'est vrai que c'est un documentaire qui a été tourné en juin à Los Angeles. Alors, une deuxième, parce qu'on l'a annoncé hier, justement, il y a Welcome to Las Venturas qui arrive fin octobre. Et donc, c'est vrai que c'est Welcome to, c'est une série que j'ai lancée sur Rockstar Mag en 2020. Et le concept est simple, c'est on compare la ville des jeux Rockstar, donc notamment des GTA, parce que c'est des parodies, et on les compare avec de la vraie vie pour voir un petit peu à quel point c'est fidèlement reproduit, pour saluer le travail des développeurs. Parce qu'il y a un très gros travail de recherche sur les villes. Et c'est vrai que Elle est noire, je me suis dit ça peut être sympa, parce que ok, c'est la ville de Los Angeles, par contre ça se déroule en 1947. Ça a changé depuis. Le truc très triste, c'est que sur les 122 lieux du jeu Elle est noire, il n'y en a plus que 38 qui existent encore dans la ville de Los Angeles, mais on les a découverts. Spoil pas tout. Si vous n'avez pas fait le jeu, allez faire le jeu déjà et après allez regarder, parce que c'est un excellent jeu, et allez regarder le documentaire de Chris qui est très bien. Et moi je vous conseille une lecture, parce que j'ai commencé à lire ça s'appelle Chimère. C'est sur les mondes fantastiques, et il y a dedans notamment un dossier sur Star Wars Outlaws dont on parlait tout à l'heure, sur la création de l'univers qui est très intéressante. Et pour les fans de Dragon Ball qui sort son prochain, il y a aussi un truc sur Dragon Ball et The Witcher, comme vous avez vu. Voilà. Merci messieurs d'être venus. Merci à toi pour l'invitation. Écoutez, toujours un plaisir. Toujours par soleil, par pluie, on est là. Momo, on te retrouve Jeux vidéo magazine, comme d'habitude. Voilà, YouTube, TikTok, Instagram. Voilà, partout, écoutez-le, il est partout de toute façon. Garçon est brillant partout. Tekken Co aussi. Et Chris, Rockstar Mag. Rockstar Mag, Naughty Dog Mag sur ma chaîne perso, et puis Tekken Co aussi. Voilà. Et voilà, vous venez quand vous voulez les garçons. Et puis nous, on se retrouve en multidiffusion sur la chaîne Tekken Co, en replay sur le site Tekken Co, sur la chaîne YouTube et sur aussi RMC BFM Replay, que je n'oublie pas cette fois. Et évidemment en podcast partout. Il y a plein de choses qui arrivent, il y a plein de jeux qui arrivent au mois d'octobre, ça va être l'enfer. Mais on sera encore là pour en parler contre vents et marées. En attendant, jouez bien.